Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. De la philosophie, en compagnie de Jérôme Vermeer, de Anne-Lise Combeau. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être là. Bonjour. Et également en compagnie d'Olivier Martineau, qui est comédien et qui nous donnera dans un instant lecture d'un extrait du livre de Raphaël Enthoven. Raphaël a un tout petit peu de retard, donc on démarre cette conversation sans lui. Et il devrait d'un instant à l'autre nous rejoindre sur scène. Une discussion pendant laquelle on va essayer de comprendre comment les uns et les autres travaillent autour de la philosophie. Une discipline que nos différents invités travaillent, on va le voir, avec des médiums variés, le roman, la radio, la télévision, pourquoi pas les réseaux sociaux, mais aussi la bande dessinée. Et c'est par là qu'on va commencer en compagnie de Jérôme Vermeer et Anne-Lise Combeau, qui sont tous les deux auteurs, scénaristes et dessinateurs de 2 livres publiés aux éditions Rue de Sèvres, qui s'intitulent Philocomics. Alors ce n'est pas celui qu'on voit sur l'affiche là, ce sont ces 2-là, Philocomics 1 et 2, qui traitent de l'approche du bonheur, un beau sujet effectivement qu'on va évoquer avec vous, des bandes dessinées qui sont à la fois ludiques, interactives, qui sont extrêmement pédagogiques et qui reprennent comme ça dans chaque volume une dizaine de philosophes qui ont réfléchi sur le rapport au bonheur. Peut-être pour commencer avec vous, Jérôme, sur le rapport à la philosophie. Vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes enseignant, vous travaillez avec la bande dessinée depuis un certain nombre d'années. Peut-être nous dire un mot de la manière dont vous avez eu cette envie, évidemment, très simplement, de mettre cette discipline qu'on a parfois coutume de qualifier de difficile, d'inaccessible, dans un genre comme celui de la bande dessinée. Est-ce que c'est vraiment faire transmettre votre passion, partager ce que la philosophie vous a apporté, la mettre dans des médiums précisément qui permettent d'accéder à un plus large public? Peut-être nous dire un mot du projet en tant que tel. Alors, c'est vrai que quand j'ai étudié la philosophie à l'université, on me posait souvent la question, donc les étudiants d'autres facultés, on me demandait la philosophie, à quoi ça sert? Et ça, c'est une question évidemment récurrente qui m'a été encore posée plusieurs fois durant ma vie. Jean-Philippe Thivet, qui est le 3e ici camarade sur les Philocomics, a eu cette idée en fait de mettre de la philosophie en bande dessinée pour essayer de toucher un public plus vaste, tout simplement, que celui qui l'apprend dans le cadre académique ou bien sur les bancs d'école secondaire. Donc Jean-Philippe est quand même à l'initiative de ça. Et il m'a téléphoné, il m'a demandé si j'étais intéressé. Et là, évidemment, ça me permettait véritablement de répondre à cette question qu'on me posait sans cesse, à quoi sert la philosophie? Et nous avons pris contact avec Anne-Lise, nous avons formé ce trio, et on s'est mis à faire de la philosophie en essayant d'expliquer les choses le plus concrètement possible. Et ça, c'était en partie grâce au fait que Anne-Lise n'avait pas forcément été formée à la philosophie. Et elle nous permettait, à Jean-Philippe et moi, de traduire le propos qui peut paraître ardu, avec un jargon bien spécifique, etc., de le dire de plus en plus avec des mots simples et à le mettre en scène. Et donc, tout simplement, c'est cette collaboration à 3 qui a fait que nous avons essayé en tout cas de créer des livres qui soient lisibles à différents niveaux. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut être soit averti et y trouver de l'humour et un éclairage sur certains mots, concepts philosophiques, ou bien ne connaître rien à la philosophie et être initié par le biais d'exemples très concrets, par des petites situations un peu amusantes, etc., que l'on décrira sans doute avec Anne-Lise après. Je voulais juste clarifier une chose sur Philocomics. Donc on a fait 3 tomes, et Anne-Lise, Jean-Philippe et moi, donc on est à l'origine, et on a fait le 1er et le 2e tome. Et puis Anne-Lise, avec qui on a travaillé pendant 5-6 ans, je crois, avait tellement appris de la philosophie qu'elle avait envie d'un petit peu vivre de ses propres ailes. Et donc, elle s'est mise à faire elle est sur un autre projet. Et c'est pour ça qu'on a fait le 3e Philocomics dont vous voyez avant la couverture, avec Mathieu Lamine, qui est un autre auteur de bande dessinée. Voilà.
et qui traite notamment du rapport au travail. Peut-être encore une chose avant de me tourner vers Anne-Lise sur ce que j'évoquais en introduction. Je disais une dimension pédagogique, ludique, interactive, et puis des différents matériaux aussi, si j'ose dire, à la fois du récit, pourquoi pas des quiz, des listes, un certain nombre de choses comme ça. Est-ce que l'idée était de garder une exigence très forte dans les contenus, dans la manière de présenter les concepts et les pensées des philosophes évoqués, mais de jouer davantage de la forme, si j'ose dire? Oui, alors l'idée, alors évidemment, de nouveau, c'est un travail à plusieurs. Anne-Lise est pleine d'imagination, donc vous le verrez quand elle ouvrira la bouche. Elle est pleine d'humour, etc. Donc c'est vraiment un travail collectif. En fait, oui, effectivement, la bande dessinée était véritablement un médium qui permettait de visualiser le propos, ce qui n'est pas toujours facile à faire, évidemment, parce qu'on part de choses souvent très abstraites. Donc c'est un vrai travail, et c'est un vrai travail de digestion par Anne-Lise, et puis de création par elle aussi. Effectivement, dans ces livres, nous essayons, mais ça Anne-Lise pourra en parler encore mieux que moi, nous essayons de raconter la philosophie. Donc ça, c'est un terme auquel je tiens énormément. Nous souhaitons raconter la philosophie. Ne pas simplement expliquer, mais la raconter. Et c'est pour ça que nous racontons la vie des philosophes dont nous parlons. Nous montrons qu'aucune pensée n'est désincarnée. Elle est toujours le fruit d'une vie, d'un vécu, contextualisé par l'époque historique dans laquelle le philosophe a vécu. Les épreuves qu'il a pu rencontrer sur son chemin, etc. Donc toute pensée est le fruit aussi d'une vie véritablement vécue. Donc nous racontons la philosophie, mais nous tenons absolument, je rebondis sur ce que vous disiez, à être extrêmement rigoureux. Il s'agissait, même si à certains moments nous employons des mots peut-être plus accessibles pour décrire quelque chose de très abstrait et théorique, notre mot d'ordre était véritablement l'exactitude, ça c'est sûr. Anne-Lise, peut-être un petit mot sur la façon dont vous êtes arrivée dans cette aventure. Jérôme disait à l'instant que vous n'aviez pas forcément une formation de philosophe et que c'était peut-être d'ailleurs cette distance qui avait permis d'apporter une nouvelle dimension à cette bande dessinée. Peut-être nous dire un mot de la façon dont vous êtes arrivé là et dont vous vous êtes emparé de ce qui apparaît comme des grands sujets d'une certaine façon. Oui, tout à fait. En fait, moi, c'est un petit peu un chouette hasard de la vie parce que j'ai travaillé pour Fluide Glacial, donc un magazine de dessin humoristique. Jean-Philippe Tivet, à cette époque-là, qui était éditeur, il avait repéré mon travail parce qu'il avait vu que j'étais capable d'expliquer des sujets un peu compliqués en humour. Et donc, quand il m'a demandé de travailler sur la philosophie, c'était un défi énorme pour moi parce que, voilà, comme beaucoup de gens, j'en ai fait en terminale un petit peu. Et c'était dur, ça a été compliqué au bac. Et donc, c'était une sorte de deuxième chance dans la vie de revenir vers la philosophie. Et pendant 5 ans, j'ai pris des cours particuliers avec Jérôme et avec Jean-Philippe. Et on a travaillé autour d'une table comme un véritable atelier philosophique. On a débattu, on a pris cette matière, on a essayé de la mettre dans un certain ordre. On a défriché, en fait, parce qu'on ne connaissait pas vraiment d'exemples de philo racontés en bande dessinée. Et donc, moi, j'avais carte blanche pour essayer plein de trucs. Donc, soit juste incarner le personnage qui explique à sa manière, avec des petits gags un peu sympathiques, soit illustrer. Donc, ce qui était vraiment intéressant à faire, c'était comment appliquer la philosophie dans la vie de tous les jours, dans notre monde, qui est un monde complètement urgent, pressé, individualiste. Donc, évidemment, ça donne... ça prête à faire des situations hyper sympas, hyper drôles. Appliquer Spinoza dans la vie de tous les jours ou Descartes, on n'y penserait pas, mais en fait, ça peut marcher. Et on y a vraiment beaucoup réfléchi. Et puis ensuite, des schémas. Parce que pour moi, apprendre, c'est bien quand il y a une image sur laquelle on peut se concentrer. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'ai pris des cours de philo en terminale. Donc voilà, on a fait un résultat qui est une sorte de couteau suisse, en fait. On voulait vraiment créer un outil dont les gens puissent se servir. Donc à chaque fois, il y a 10 chapitres. On peut les prendre dans le désordre. On peut choisir son philosophe préféré. On peut revenir en arrière. Et donc, voilà, c'est vraiment un objet qui peut nous accompagner dans notre vie. En tout cas, moi, j'ai fait 5 ans de philo avec la bande dessinée et ça a vraiment changé ma vie parce qu'en plus on a travaillé sur le bonheur et je vais vachement mieux d'ailleurs. Bonjour Raphaël Enthoven, bienvenue parmi nous. Bonjour, pardon de ce retard. Je vous en prie. On est en train de parler avec Anne-Lise et Jérôme de ces 2 albums bande dessinée Philo Comics et je vais rebondir encore, je vais venir à vous évidemment, encore un petit mot avec vous Anne-Lise. Jérôme évoquait à l'instant la façon dont il avait envie de raconter la philosophie et notamment de l'incarner aussi dans les philosophes qui sont décrits, une dizaine par volume, je le disais. Peut-être nous dire un mot de
la façon dont vous avez travaillé aussi là-dessus, sur les corps, sur les expressions, sur l'incarnation de Nietzsche, de Kant, de Diderot et de tous les autres, parce que c'est effectivement un des enjeux aussi du livre que de penser cette incarnation presque dans les corps. Alors moi j'aime beaucoup la technique de la machine à remonter le temps, c'est-à-dire qu'on se retrouve directement dans l'époque avec tout ce qu'il y a de rigolo à faire en bande dessinée, donc des gens comme vous et moi qui avaient des problèmes au XVIIe siècle, pendant l'Antiquité grecque, ou voilà. Donc ça c'est super rigolo à faire. On rentre tout de suite dans le décor. Et ensuite, l'idée, c'était de trouver des anecdotes autour des philosophes, des choses qui permettaient de rendre les personnages attachants. Donc par exemple, moi Kant, ça ne me parlait pas beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que bon, déjà c'est un personnage qui a une perruque poudrée, donc pour moi c'est quand même assez, c'est du pain béni à dessiner. Et apparemment, donc Jérôme s'est régalé de me raconter que Kant était fan de Jean-Jacques Rousseau. Et donc voilà, l'idée c'était de mettre en scène Kant tous les soirs. Il a son petit portrait de Jean-Jacques Rousseau à côté de son lit. Il lui dit bonne nuit Jean-Jacques. Et depuis, je suis moi-même fan de Jean-Jacques Rousseau. J'ai essayé de relire. Parce que je trouvais que c'était, voilà, ça rendait tout le monde attachant. Kant, Jean-Jacques Rousseau. Donc on a essayé de trouver comme ça des caractères un peu sympathiques à tous les personnages. Jérôme voulait dire un mot. Oui, alors c'est vrai que donc, comme c'est un travail collectif, on voulait véritablement qu'il y ait un lien profond entre le fond et la forme. Et donc Annelise, pour ça, avec sa créativité, a toujours a traité chaque philosophe d'une manière assez différente. Par exemple, le chapitre sur Nietzsche est quand même un peu plus poétique. Le chapitre sur Kant est un petit peu plus austère dans ses couleurs, dans la façon dont on raconte les choses, etc. Donc véritablement, l'idée est de raconter la philosophie, mais également essayer de rendre compte, d'une certaine façon, de l'atmosphère et de l'ambiance qui se dégage des esprits des philosophes, des écrits des philosophes en question. Raphaël, peut-être une petite question d'introduction. On a commencé cette discussion, notamment avec Jérôme, en se demandant comment est-ce que finalement on passait de la découverte de la philosophie, la prise de conscience que la philosophie pouvait nous accompagner, à la volonté de transmettre, et la volonté de transmettre qui passe, et notamment pour vous, par tout un tas de médiums, les livres, le roman, le conte animalier, pourquoi pas, on va y venir avec ce Krasnaya, également la bande dessinée. Hein, oui, la BD aussi. Avait dans son sac cet album fait avec Coco autour du banquet. Peut-être nous dire un mot de cela, comment est-ce qu'on comprend que la philosophie va nous accompagner, c'est-à-dire en fait, comment est-ce qu'on la transmet. C'est comme l'amour, si vous voulez. Disons que la philosophie donne envie d'enseigner la philosophie, comme l'amour vous donne envie de chanter presque. Comment ça s'est passé pour moi? Moi, c'est très simple. Je m'ennuyais beaucoup, j'étais une enfance un peu ennuyeuse, mais j'avais accès à quelques livres, et notamment La Comtesse de Ségur. Et je lisais dans La Comtesse de Ségur des histoires qui étaient vieilles de plus de 100 ans et qui pourtant ressemblaient aux miennes. Et du coup, je me disais, c'est intéressant, un livre n'est pas là pour nous éloigner du réel, mais au contraire pour nous y ramener. Et quelques années plus tard, je fais en philo cette expérience géniale de lire un dialogue de Platon qui pose la question que je m'étais posée moi-même. Non seulement je me l'étais posée moi-même, mais je croyais que j'étais le seul à me la poser. Et soudain, je m'aperçois que cette question est prise en charge par quelqu'un qui se la pose depuis 2500 ans, creuse la question que je croyais être seul à me poser, et en plus prend soin de ne pas y répondre. Donc c'était parfait. C'est-à-dire que, et en fait, quand on découvre ça, quand on fait cette expérience, on s'aperçoit, c'est intéressant comme expérience, parce que, alors pour le pire évidemment, si vous êtes vaniteux, vous allez vous dire c'est génial, je pense comme Platon. Et en réalité, ce qui se passe, c'est pas que vous pensez comme Platon, c'est que Platon pense comme vous. Platon vous connaît mieux que vous ne connaissez Platon, au sens où il a déjà posé les questions que vous vous posez vous-même. Et on découvre, quand on entre en philosophie, qu'on n'est pas seul. Et que vos compagnons sont parfois morts depuis 2000 ans, mais ça n'a aucune importance, on n'est pas seul. Les questions qu'on croit qu'on est seul à se poser dans le noir, les questions qui nous viennent de la solitude, qui nous viennent de la peur, qui nous viennent du fait qu'on est né par hasard dans un monde qui s'en fout, qu'on va y mourir sans savoir pourquoi on est passé par là, toutes ces questions-là sont prises en main, sont prises en charge par la philo. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc après, quand on fait cette expérience, et quand on est vraiment bouleversé par cette rencontre, et en ce qui me concerne en tout cas, c'est un plaisir qu'on a le goût de transmettre. C'est un plaisir qu'on veut partager. Ça paraît tellement extraordinaire qu'on voudrait que tout le monde en profite. Et voilà, et donc à partir de là, on se met à en parler. Et puis ensuite, assez vite, en France, vous avez cette possibilité de suivre un cursus universitaire qui vous permet de devenir prof et d'être payé pour ça.
Ce qui est fantastique, quoi. Ce qui est le cas aussi de Jérôme qui est enseignant. Peut-être on peut parler un petit peu de ce rapport au bonheur. On a parlé de la découverte de la philosophie. Raphaël parle ici évidemment de cette découverte, de la manière d'éclairer ses interrogations, ses doutes, ses angoisses peut-être dans la présence au monde. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de travailler en particulier sur cette notion du bonheur? Justement parce que vous pensez que la philosophie peut rendre heureux d'une certaine manière. Comment ça a fonctionné? Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, la question du bonheur, nous nous la posons tous, consciemment, inconsciemment peut-être. Et deuxièmement, parce que j'ai le sentiment que le bonheur est la question universelle, en filigrane, de tous les textes, en fait, de nos philosophes. Qu'ils le prononcent ou pas, je pense que le bonheur est en fait cette fin ultime. Alors je le pense, pas tout seul évidemment, hein, comme disait Raphaël Enthoven. Au contraire, tous les philosophes se posent cette question du bonheur et estiment qu'en fait c'est cette fin en soi, cette fin ultime vers laquelle nous tâchons tous de tendre d'une manière, enfin, de la meilleure manière possible. Nous, ce que nous souhaitons ici faire, ce qu'on a voulu faire avec ces livres, c'est donner la possibilité au lecteur de peut-être s'orienter mieux pour se rapprocher de ce que serait son bonheur à lui. Et cela donc en découvrant les différentes philosophies, les différentes ouvertures offertes par ces philosophes. Peut-être on va prendre un exemple, puisqu'on a évoqué tout à l'heure, on a évoqué Nietzsche et Kant, et je vais me tourner vers vous, Anne-Lise, dans le chapitre sur Nietzsche, par exemple, c'est un chapitre qui traite du rapport au bonheur, avec cette idée de la façon dont on peut briser ses chaînes. Et il y a une page, par exemple, qui est une page avec des hypothèses de vie, avec des hypothèses de point de départ, d'une certaine manière, et une façon d'avancer comme ça, pour aller jusqu'à réussir à briser ses chaînes. Il y a presque un côté mode d'emploi d'une certaine manière. Est-ce que vous l'assumez, cette dimension-là? Est-ce qu'on peut vraiment faire de la philosophie en donnant des conseils? Alors je ne vais pas dire des conseils pratiques, mais quelque chose de cet ordre-là dans la vie quotidienne. Est-ce que c'était ça aussi l'objectif? Oui, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment donner des exemples, donner plein d'exemples. C'était vraiment l'idée d'incarner. Parce que moi, quand j'ai pris des cours de philosophie en terminale, c'était vraiment très vite fait pendant un an. Et je n'avais pas, j'avais pas possibilité d'incarner. Et c'était aussi très drôle de, ce que je disais tout à l'heure, de montrer à l'époque de Nietzsche des gens avec des problèmes qui sont tout à fait les problèmes des gens d'aujourd'hui. Donc vraiment, c'est très universel, c'est de tout temps. Et l'idée comme ça d'avoir des personnages, en plus à chaque fois on prend des personnages un peu rigolos, c'est vraiment l'idée de rendre ça attachant en fait. Nietzsche, on avait envie de le rendre attachant, il peut donner des conseils malgré lui, mais il peut donner des conseils comme une recette de cuisine pour essayer d'atteindre le bonheur. En tout cas, on a essayé de faire ça. Il y a des quiz aussi, c'est-à-dire qu'il y a de l'interaction d'une certaine manière. Alors non pas pour évaluer, j'imagine, mais pour mettre en jeu aussi des connaissances, les synthétiser. Vous les envisagez comme ça, ces petits quiz? Je crois que c'est pour Diderot qu'il y a un petit quiz final, me semble-t-il. Oui, alors l'idée est toujours de rendre le lecteur un peu moins passif, qu'il constate au terme de la lecture d'un chapitre qu'il a peut-être acquis certaines choses. Alors je rebondis sur ce que disait Anne-Lise. Cette boîte à outils, d'une certaine façon, n'a pas prétention, évidemment, d'offrir des réponses toutes faites, puisque nous sommes dans la philosophie. Mais l'idée est de montrer aux individus qu'ils peuvent, en tout cas, emprunter parfois d'autres voies que celles qu'ils s'étaient fixées pour tendre vers une vie plus sereine. Raphaël, peut-être on va dire un mot de Krasnaïa. Olivier Martineau, que je ne vous ai pas présenté, va lire dans un petit moment le début de ce livre-là. Je parlais de Diderot et la manière dont présente Jérôme et Anne-Lise Diderot, c'est cette phrase: quand nous serons tous égaux, nous pourrons prétendre au bonheur. Il y a cette idée de la justice sociale, de la diffusion du savoir. Ouais, il y a surtout chez Diderot l'idée, il y a un lien entre son eudémonisme, c'est-à-dire son goût du bonheur, et son désespoir. Il dit: songe que c'est le plaisir qui t'a tiré du néant. Et c'est un point commun à toutes les philosophies du bonheur. Alors, tous les philosophes parlent du bonheur, mais il y a des philosophies dites philosophies du bonheur, et le point commun à toutes ces philosophies du bonheur, c'est que ces postulats sont désespérants. Pour se donner le bonheur pour but, il faut que la vie n'ait aucun sens. Chez Lucrèce, par exemple, nous ne sommes qu'un agrégat d'atomes qui se disloquent ensuite, et c'est la raison pour laquelle on n'a rien de mieux à faire qu'à être heureux. Chez Horace, carpe diem. Pourquoi carpe diem? Parce que dans une heure, t'es moche et t'es vieille. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que la vie, c'est ça. Chez Camus, pareil. Camus, c'est le penseur de l'absurde, c'est le penseur du bonheur. Il y a un lien entre le fait de se donner le bonheur pour but et le fait de renoncer au fait que la vie est un sens.
Et je trouve que c'est un des sujets les plus intéressants. Et ça va de pair d'ailleurs avec le fait que chaque fois qu'on est heureux, il y a toujours une petite voix qui nous dit à l'oreille « Dépêche-toi mon grand, ça ne va pas durer ». Et cette petite voix-là, comment dire, c'est très difficile d'être heureux sans être inquiet que le bonheur s'achève. Donc c'est très difficile d'être heureux sans être inquiet. Par conséquent, c'est très difficile d'être heureux. Je crois qu'on peut le dire, en effet. Peut-être un petit mot sur la dimension politique et de ce livre-là. J'ai dit en introduction que c'était un conte animalier, une fable politique, dans la grande tradition d'ailleurs des contes animaliers qui ont émaillé la littérature et la philosophie. Peut-être nous dire un mot aussi de cette dimension-là, parce que la philosophie a aussi à voir peut-être avec le rapport à la société, à la politique, à la cité. Et puis il faut trouver les bons moyens de parler. Moi, en fait, je suis un enfant de la ferme des animaux, le livre d'Orwell, qui est un livre à peu près aussi important que 1984. Et c'est un livre qui a un double effet. Et alors, je dis ça parce que c'est un livre qu'on peut lire à ses enfants. Parce que vous le lisez à un enfant de 9-10 ans, il lira ça comme l'histoire marrante d'animaux qui prennent le pouvoir dans une ferme. Et à 12 ans, 13 ans, il s'apercevra comme un second effet qu'en fait, ce qu'il a lu, c'est l'histoire de l'Union soviétique. Et c'était formidable, j'avais cette idée-là en tête. Et je voulais appliquer en toute humilité, le dispositif orwellien à la démocratie. Et voir dans quelle mesure, c'est à la façon dont, en démocratie, la liberté pouvait se nuire elle-même. Par exemple, en démocratie, les réseaux sociaux célèbrent les débats et puis en fait, ils les empêchent. Ils fonctionnent comme des outils de censure. Alors, comment on peut incarner ça? Et donc, voilà, il se trouve qu'à Tchernobyl, dans la zone d'exclusion autour de la centrale, il n'y a pas d'humains. La radioactivité est telle que la population albinos est à peu près d'un 5e des animaux sur place et que, enfin comment dire, j'avais tous les dispositifs, j'avais tous les éléments d'une transposition. Parce qu'il y a en plus il y a les animaux qui sont les animaux, ceux que j'appelle les inordinaires. Bref, j'avais tous les moyens de restituer une société humaine dans cet espace-là, mais sous la forme d'animaux. Uniquement. Donc je me suis marré. Après voilà, c'est très drôle. On prend des personnages familiers et on les comme dans Astérix. Dans Astérix, vous avez un moment un type qui est dans l'arène, et puis vous reconnaissez Michel Drucker. Bon ben voilà, il y a un peu cet effet-là, si vous voulez. Alors j'ai pas le génie de Goscinny évidemment, mais voilà, c'était ça l'idée. On va écouter Olivier Martineau qui a préparé un petit temps de lecture de ce texte, donc Krasnaïa, publié dans un premier temps à l'Observatoire. Le feu gagnait du terrain. Nourris de bois morts et d'herbes sèches, portés par un vent fou, les flammes bondissaient d'un arbre à l'autre et léchaient le sol en coulées rouges, au rythme des rafales. Les bêtes restées sous terre étaient asphyxiées. Celles qui sortaient de leur terrier étaient prises par la fournaise et mouraient en glapissant. Une laie faisait de son corps massif un rempart dérisoire et adressait au grognement furieux aux boules de pain incandescentes qui pleuvaient sur elle et ses marcassins. Des hiboux, des chauves-souris indécises, voletaient à tâtons jusqu'au vaste hangar qui jouxtait le bois rouge. Un couple de tortues, dont les pattes avaient fondu sur un tapis de braise, résignés, ne sortaient plus de leur carapace. Les orignaux, les bisons, les ours, les loups, les chevreuils, les daims et les lynx avaient atteint depuis longtemps la lisière de la forêt. Les oiselles qui avaient cru planer entre les résineux flambants recevaient des branches ou perdaient une aile sous un éclat, tombaient en toupie et s'égrassaient sur un sol calciné. Une jument dont Tellermine avait carbonisé le garrot en lui sautant dessus pour échapper à sa propre queue enflammée, marchait en boitant sous la blessure comme si elle portait un fardeau invisible sur le flanc droit. On l'éloigna rapidement. Un homme jeta un seau d'eau sur sa plaie qu'elle accueillit d'une ruade. Les petits rongeurs enfin et les porcs épics, qu'on voyait rarement se mêler à la meute, étaient secourus, disons-le, presque autant que les autres. Sous l'œil des dogues, une brigade de caniches, de teckels, de bichons et d'oursons entre lesquels circulaient de grands serpents ratiers, s'activait auprès des blessés, leur présentait des onguents, des cataplasmes, des pommades et au besoin s'offrait à lécher leurs plaies. Des hommes à quatre pattes, dont la barbe traînait au sol et faisait à l'occasion office de serviette, portaient sur leur dos cambré des vulnéraires froissés dont Ghana avait appris aux bêtes comment les répandre sur les plaies béantes et les bubons. Malgré l'effervescence et le danger,
une seule question revenait, insistante, chez les blessés et leurs soignants, où est Vladimir ? Quand les flammes, à peine ralenties par la prairie, atteignirent le rempart de conifères qui se trouvait à l'orée du bois, menaçant directement les camphriers du Praspect, les parois du hangar et les murs de la Doma, une libellule géante fit enfin son apparition dans un vrombissement familier et déversa la pluie d'eau rouge que le ciel offrait aux animaux chaque fois qu'un feu embrasait l'une des forêts, avant de repartir comme elle était venue, sous les bénédictions de la horde. Les bêtes, dont certaines, tout à leur cataplasme, n'avaient pas même levé les yeux, étaient reconnaissantes sans être surprises, tant elles avaient l'habitude de ces interventions providentielles. Des voleurs aux rampants, des blessés aux sauveurs, des hennisseurs aux feuillants, en passant par les abeilles, les sifflants et les rongeurs dont la petite voix se perdait dans le concert, tous chantèrent en canon « Vive Nebo, grand merci !» sous l'azur rougeoyant devant le bois fumant. Une fois de plus, le ciel les avait sauvés et toujours pas de Vladimir. Merci beaucoup, Olivier. Oui, on peut l'applaudir, en effet. Merci pour cette lecture. Ce qui est bien avec les animaux, c'est qu'en plus, on peut leur faire beaucoup de choses et on peut parler d'égalité, de racisme, de démocratie. Non, on peut tout parler, on peut tout aborder. En fait, l'enjeu, c'est une société égalitaire. Si vous voulez, les animaux ont le souvenir de la domesticité, de l'époque de la domesticité, l'époque où ils servaient de bouffe ou de fourrure aux humains. Et quand les humains sont partis, il y a eu la guerre entre les carnivores et les herbivores, et contre toute attente, les herbivores ont gagné la guerre. Et comme les herbivores ont gagné la guerre, eh ben, il y a des lois. Parce que les herbivores ont intérêt à ce qu'il y ait des lois. Les carnivores ont intérêt à ce que ça soit la loi du plus fort. Les herbivores ont intérêt à ce qu'il y ait des lois. Et donc ils instaurent des lois au terme desquelles les carnivores promettent qu'ils s'abstiennent de manger les herbivores pendant 3 mois, par exemple, etc. Enfin, je rentre pas dans le détail. Et à l'issue de ça, c'est une société qui apparaît, si vous voulez, la société hyper démocratique qui se constitue là repose sur le sentiment que le crime ne doit pas exister. C'est-à-dire que chaque fois qu'un animal s'en prend à un autre, hors de la période où il a le droit de le faire, on dit que c'est pas de sa faute, on dit qu'il avait faim, on lui trouve des excuses en permanence. Et puis, cette société, qui est hyper compréhensive, se voit confrontée à une réalité qui est celle du crime, la réalité qu'elle ne peut pas cacher, qui est celle d'un attentat. C'est le début du livre. C'est-à-dire, on est confronté à un attentat, ils ne peuvent pas nier, c'est le bois rouge, c'est la plaine, le feu n'a pas pu prendre tout seul, il y a forcément un animal qui a causé cela, ils sont obligés d'admettre qu'il y a un coupable parmi eux. Et cette reconnaissance-là change absolument tout. Voilà, au fonctionnement de la société, voilà, où les albinos représentent 1/5 de la population, mais certains albinos démagogiques considèrent que l'albinisme est un destin, et que par conséquent c'est une chance, et qu'il faut que tous les albinos aillent dans le même sens ou votent de la même manière, etc. etc. Voilà. Et à partir de là, tout commence. Mais en fait, c'est l'introduction de la culpabilité dans un monde hyper démocratique qui fissure l'édifice. Ouais, puis c'est un livre très enlevé, très drôle, donc il y a évidemment quelque chose qui passe par le plaisir de la lecture, de l'intrigue et de l'humour qui fait qu'on y arrive finalement aussi à des concepts peut-être plus larges. C'est-à-dire que, par exemple, pour incarner l'impuissance politique, il y a un cheval, donc Vladimir, le cheval Vladimir. Alors, le cheval, il a été élu, mais c'est un cheval, si vous voulez, à chaque fois que les animaux lui présentent une difficulté, il répond « oui, d'accord, mais enfin tout de même ». Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est « oui, d'accord, mais enfin tout de même ». Il est obsédé à l'idée de ne déplaire à personne. Et il finit par déplaire à tout le monde. Et il ne comprend pas sa propre disgrâce, par exemple. Il ne comprend pas pourquoi il est sorti de l'opinion sans même l'avoir voulu, alors qu'il a passé sa vie à vouloir séduire tout le monde. Il ne comprend pas ça. Par ailleurs, il est affecté d'un priapisme intermittent qui le met dans des situations... Enfin bref, je vous laisse découvrir la chose. Toute ressemblance avec des pères, bien sûr, serait purement fortuite. Ou pas. Je vais me tourner vers vous, Jérôme et Anne-Lise. Je prends le tome 2 de Philo Comics autour du bonheur, où il y a de nouveau 10 écrivains. Vous ouvrez ce volume-là par Aristote. Et je le disais, il y a des grandes notions, et qui sont peut-être d'ailleurs des notions qui sont très, très fortes, me semble-t-il, pour le jeune public, et peut-être aussi une cible. La création du lycée, la manière dont on jette les bases d'une nouvelle société, le rapport à l'amitié. C'est aussi des enjeux qui sont très forts, sans doute, pour des jeunes lecteurs, ou pour rentrer dans la philosophie par des données de cet ordre-là. En fait, alors, quand nous avons fait le premier tome,
nous nous sommes laissés aller nous avons choisi les philosophes que nous préférions, enfin ceux pour lesquels nous avions une certaine affection. Mais il y avait une liste très longue, évidemment. Nous avons choisi 10 philosophes autour de la question du bonheur individuel. Quand on a sorti ce livre-là, on s'est rendu compte, lors des séances de dédicaces et d'autres choses, que beaucoup d'élèves, d'étudiants, de parents d'élèves, de professeurs s'étaient emparés du livre pour donner accès à des notions qui étaient parfois un petit peu difficiles à comprendre. Et donc, pour écrire le deuxième, qui porte plus sur la notion de bonheur, mais d'un point de vue collectif, il y a une dimension un peu plus politique, eh bien, évidemment, nous avons regardé quels étaient les philosophes que les lycéens, que les élèves en France, mais également en Belgique, en francophonie, voyaient durant leurs études. Et donc, on s'est quand même laissé un petit peu inspirer par ces philosophes-là pour essayer quand même de coller au programme qui leur est donné et apporter quelque chose un petit peu plus ludique. Il y a d'ailleurs un dossier pédagogique qui a été réalisé autour de ces 2 livres qui permettent aux enseignants de s'en emparer encore plus facilement, quoi. Anne-Lise, peut-être sur la manière dont vous travaillez aussi, qui sont peut-être les armes de la BD, tout simplement, c'est-à-dire du récit, de la narration, de l'humour, de la vitesse, des cases qui parfois portent en elles-mêmes quelque chose de très fort sur un concept. Je pense notamment au chapitre sur Diderot, où on voit l'encyclopédie avec comme slogan « encore plus fort que la Bible ». C'est des manières aussi de résumer des concepts, finalement, avec un dessin, une phrase, une attitude. C'est ça votre rôle dans ce projet ? Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment l'idée de... Quand on a refermé le livre, le chapitre, parfois c'est un petit peu difficile de se rappeler en détail ce dont parlait Diderot, mais on se souvient d'images fortes, ou alors on peut se souvenir d'un moment un peu rigolo, et ça donne envie de réouvrir le livre, d'y revenir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, parce que l'objet, le livre, la bande dessinée, c'est un objet qui véhicule beaucoup de choses, beaucoup d'affects comme ça. C'est vraiment un livre qu'on prend avec soi dans son lit le soir pour dormir, ou dans un bon fauteuil. On peut le prendre. En plus, maintenant, ce genre de bande dessinée comme ça, avec une couverture souple, un format un peu plus petit que la bande dessinée traditionnelle cartonnée du collectionneur. C'est aussi fait pour rentrer dans un sac et être lu dans le métro, par exemple. Il y a vraiment toute une réflexion autour de la bande dessinée aujourd'hui pour que ça soit un objet assez gourmand, assez attractif. Et donc, il y a vraiment l'idée qu'on puisse s'en servir, le prendre avec soi, piocher un petit peu, revenir, se dire... Moi, par exemple, je me dis... Qu'est-ce qu'il raconte Socrate déjà? Donc je vais aller voir à l'intérieur, et puis voilà, je me souvenais pas très bien, il y a un petit truc qui me fait rigoler, puis il y avait une telle notion, et voilà, c'est vivant en fait, donc j'ai envie de le consommer, j'ai envie d'y revenir, et c'est vraiment ce que je trouve de très, très particulier, très original avec la bande dessinée. Alors, ce qu'on constate tout de même, c'est qu'il y a en effet 2 volumes, 10 philosophes par volume, et une femme seulement. C'est la dernière du 2e volume, qui est Hannah Arendt. Est-ce à dire que la philosophie est une discipline masculine, messieurs, dames? Alors, la sélection s'est faite au départ sur 2 critères. Le premier, comme je disais tout à l'heure, c'était de donner à lire des philosophes qui nous parlaient, pour lesquels on avait une certaine affection. Mais évidemment, j'ai été choisir au départ des philosophes aussi qui étaient inscrits d'une certaine façon dans l'inconscient collectif. Il fallait quand même qu'il y ait des noms qui résonnent dans l'esprit des gens, même dans celui de ceux qui n'ont pas véritablement travaillé la philosophie. Je me suis référé aussi aux philosophes que j'ai vus durant mes études de philosophie il y a un peu plus de 20 ans. On nous a fait la réflexion, évidemment. C'est ce qui nous a amené à réaliser une nouvelle série qui ici a été lancée en mars, qui s'appelle Libre de penser. J'en dis juste un mot, comme ça complète le propos. Ce sont des portraits de femmes qui ne sont pas véritablement identifiées comme philosophes. Donc elles peuvent être artistes, scientifiques, mystiques, etc. Mais qui ont toutes une dimension philosophique dans leur art, dans leur vie, en général. Donc nous voulions mettre au devant de la scène des femmes qui viendraient peut-être effectivement combler ce manque qui était, je l'avoue, effectivement bien présent dans nos philocomics. Enfin, c'est pas de votre faute, hein. C'est juste qu'au XXe siècle, il y a 2 femmes philosophes, c'est Hannah Arendt et Simone Weil. Je parle de l'ampleur de ceux dont vous parlez ici, et pour une raison très simple, c'est que c'est une inégalité séculaire d'accès à la culture. C'est un effet de l'inégalité, enfin c'est un effet du patriarcat, ça fait des millénaires que ça dure. Descartes écrit le discours de la méthode au XVIIe siècle en français, pas en latin. Et quand on lui demande pourquoi, il répond « pour être lu même des femmes ».
Ce qui était une profession de foi féministe à l'époque, parce que les femmes n'ayant pas accès à l'école n'avaient pas accès au latin. Et donc, alors il faut dire aussi pour être juste que on a vécu il y a 40 ans, 50 ans, une révolution qui continue aujourd'hui et qui est une révolution au terme de laquelle le corpus philosophique du 21e siècle, du 22e siècle sera très vraisemblablement paritaire pour des raisons évidentes. C'est que l'égalité d'accès au savoir étant enfin assurée dans un certain nombre d'endroits, on verra que la production intellectuelle sera exactement paritaire. L'inexistence de grandes femmes philosophes qui sont vraiment rarissimes dans l'histoire est un renseignement sur l'inégalité des sexes depuis la naissance de la démocratie, depuis la naissance de l'humanité organisée en cité. Il nous reste quelques minutes. Je voulais revenir avec vous sur une question, Raphaël, si vous le voulez bien. J'ai dit en introduction que vous aviez utilisé beaucoup de médiums. On sait que, notamment à la radio, vous avez évidemment produit beaucoup d'émissions, animé beaucoup d'émissions de philosophie. J'ai vu ces derniers temps des petites pastilles que vous faisiez sur le média brut, et notamment un dernier très intéressant sur le rapport à l'image, sur le rapport au smartphone, à la manière dont on dénie le présent en filmant toujours la réalité que nous vivons. Peut-être nous dire un mot de la façon dont vous envisagez aussi ces nouveaux outils, le fait d'aller de quoi qu'il en soit sur les outils qui existent. Quand c'est la radio, c'est la radio. Quand c'est brut ou les réseaux sociaux, c'est brut ou les réseaux sociaux. Et peut-être nous dire un mot, c'est 3 questions en une, mais il nous reste peu de temps, de la façon dont vous pensez pouvoir, à un moment donné, apporter un discours, notamment à des jeunes gens qui sont en plein dans cette époque de l'image et du regard. Comment arriver à faire bouger un petit peu ces certitudes-là? Je ne sais pas. En revanche, je peux vous raconter l'histoire de cette vidéo. Effectivement, c'était intéressant. Je vais là-bas un matin. On me demande de commenter le dernier panier de LeBron James, donc filmé par tout le monde. Et alors, l'image montre que le public, tout le monde a son téléphone. Et donc, tout le monde est en train de filmer le panier au lieu de le regarder. Or, l'idée qu'on interpose quelque chose entre soi-même et le réel quand on le filme, tout en croyant qu'on s'en rapproche, c'est-à-dire l'idée en fait qu'on est séparé du monde par les moyens qu'on s'est donné de le percevoir, puisque au lieu de vivre la chose, on la filme. Ça rappelle, vous savez, ces gens qui, par exemple, en soirée, s'ennuient ferme, mais prennent l'air idiot et joyeux sur un selfie avant de refaire la gueule ensuite. L'essentiel n'est pas d'être heureux, c'est de dire qu'on l'a été, ou c'est d'avoir le témoignage du bonheur qu'on n'a pas vécu. Et en fait, cette idée-là, c'est marrant parce que c'est une idée qui date du IIIe siècle. C'est une idée qui date de Plotin. C'est une intuition plotinienne. C'est l'idée que quand on se regarde soi-même, on se perd. Et cette idée-là, je n'ai fait que la décliner à l'épisode de la capture d'écran du LeBron James, que personne n'a vu puisque tout le monde l'a filmé. Voilà. À part et donc, une personne, bien sûr. Oui, à part une personne qui était Nick Bollettieri. Mais alors, justement, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'un outil, un média comme celui-là, permet de faire passer à grande échelle, sans le citer, sans faire le malin, sans faire le cuistre, sans mettre des guillemets, sans s'approprier des phrases qui n'étaient pas les miennes non plus, mais permet de faire passer à très grande échelle un mode de réflexion, un type de raisonnement, une façon de penser qui remonte au IIIe siècle et qui est toujours absolument, je crois, pertinente. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Dernière chose, peut-être avec Jérôme et Anne-Lise, les projets à venir, les concepts. Vous avez parlé du Philocomics 3 qui est plus autour de la question du travail, du rapport au travail. Est-ce que vous avez des envies, des projets? Anne-Lise, est-ce que vous allez poursuivre ce partenariat autour de l'illustration de la philosophie? Peut-être pour terminer, une petite vision des choses à venir avec vous deux. On a beaucoup travaillé. L'année passée, on a fait 2 livres en parallèle. Donc, le Philocomics 3, donc, qui portait sur la notion de bonheur et travail. Pas bonheur au travail, mais bonheur et travail. Et puis en parallèle, donc, Libre de pensée, dont le premier tome est sorti ici en mars. Je vous dirais, sans que ce soit une exclusivité, je pense que nous allons continuer dans la voie de Libre de pensée parce que nous avons énormément de femmes que nous souhaiterions mettre en avant. Et cela depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc je crois que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et puis alors, il y a peut-être un projet aussi audiovisuel. Mais ça, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Anne-Lise? Mais après, sinon aussi avec Jérôme et Jean-Philippe, on organise des rencontres où on rencontre de futurs enseignants en philosophie pour leur présenter notre projet. Pour leur dire qu'on a créé quelques outils qui sont assez sympathiques, comme par exemple on a fait un poster avec Schopenhauer qui explique comment devenir heureux.
avec comme une sorte de jeu de loi, genre de poster qu'on peut afficher à côté d'une machine à café pour en parler tous les matins avec ses collègues ou pour montrer à ses élèves. Des petites choses comme ça, en fait, des petits outils. Et aussi, on fait des rencontres avec des étudiants. On aimerait bien développer ça, où je pourrais dessiner en même temps que Jérôme explique, ou enfin voilà, des choses qui sont complètement à construire. Et avec la philo, on peut vraiment s'éclater, trouver plein d'idées. Et des idées de transmission et de partage. Le jeu de loi, on le retrouve aussi. Il y a un très beau jeu de loi sartrien dans un des volumes de Philo Comics. Je vous invite à retrouver les auteurs et les livres. Je pense que vous avez un petit temps de dédicace juste après, si je ne me trompe pas. Krasnaya, notamment parmi les nombreux livres de Raphaël Antoven, c'était aux éditions de l'Observatoire et il est désormais en format de poche. Et puis donc les 2 volumes de Philo Comics avec Annelise Combeau, Jérôme Vermeer et le 3e complice Jean-Philippe Thivet. Et puis grand merci à Olivier Martineau pour cette belle lecture. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci.